DRAC signifie Direction régionale des affaires culturelles. Alors une DRAC, c'est un service déconcentré du ministère de la Culture, donc présent dans les régions pour porter, relayer la politique du ministère de la Culture au plus près. Les DRAC ont été créés en 1977. Le ministère de la Culture, lui, a été créé en 1959 et très vite, il est apparu que ce serait intéressant d'avoir des relais dans les régions pour porter cette parole du ministère de la Culture. Donc les missions de la DRAC, elles tournent essentiellement autour des patrimoines. Patrimoine, ce sont les monuments protégés, l'archéologie, l'architecture, les musées. C'est également la création, donc le soutien, toutes les formes de création, le spectacle vivant, les arts plastiques, et puis le soutien aux politiques territoriales et aux industries culturelles. Les industries culturelles, c'est la filière du livre et de la lecture, du cinéma. En France métropolitaine, il y a 13 directions régionales des affaires culturelles et une DAC, c'est une direction des affaires culturelles, mais dans les départements d'outre-mer, sur le périmètre entendu du ministère de la Culture, entendu au sens budgétaire, c'est 10 500 agents. Le budget du ministère de la Culture pour la France, c'est 10 milliards d'euros, tout confondu, audiovisuel compris. Le budget de la DRAC, c'est 64 millions de crédits d'intervention. La DRAC Hauts-de-France, c'est la région Hauts-de-France, donc 5 départements, le Nord, le Pas-de-Calais, la Somme, l'Oise et l'Aisne. Ça évite les déplacements et peut-être pas forcément inutiles, mais qui ne seraient pas particulièrement intéressants au-delà de l'aspect baisse du volume du parc, optimisation des coûts de fonctionnement. Notre spécificité, c'est qu'on a une petite taille par rapport effectivement à l'ensemble des champs qu'on couvre. Donc ça, c'est vraiment important à comprendre dans le fonctionnement de la DRAC. Nous sommes effectivement 170 répartis sur 5 sites. Donc avec une partie des effectifs à la fois sur le site siège à Lille, sur le site à Amiens et à chaque fois dans les UDAP. Alors une UDAP, c'est une unité départementale d'architecture et du patrimoine et comme son nom l'indique, il y en a une par département. Les missions de l'UDAP sont celles de l'architecte des bâtiments de France. On défend une architecture contemporaine de qualité. On donne un avis sur tous les dossiers permis de construire, autorisation d'urbanisme autour des monuments historiques. Et puis ici dans cette église, dans un premier temps faire un diagnostic pour voir avec les élus et en collaboration avec la conservation régionale des monuments historiques, nos collègues de la DRAC, voir quels sont les travaux à prévoir. De grosses œuvres est fait en béton. Et on va commencer 100 ans après à voir des dégradations, des éclatements du béton, les ferrailles rouillées apparaissent, la coupole en pavé de verre qu'on voit difficilement aujourd'hui parce qu'elle a dû être couverte, qui a des problèmes d'étanchéité. Donc tous ces problèmes-là, et puis l'entretien général du bâtiment, les couvertures qui sont en mauvais état, des pierres de taille qui ont éclaté ou gelé. Il va falloir faire un premier dossier de diagnostic qui va permettre de chiffrer, faire des enveloppes et des tranches de travaux pour les travaux les plus urgents. S'en suivront ensuite les phases préparation de chantier, avant-projet sommaire et détaillé, et enfin le chantier. Et là, l'UDAP effectuera avec la CRMH le contrôle scientifique et technique des travaux. La DRAC va aller jusqu'à 30% de participation pour les travaux. Et puis il y aura ensuite une aide aussi du conseil départemental, voire de la région. Alors on est ici dans les réserves du musée de Soissons qui sont en cours de réaménagement. L'aide de la DRAC a consisté ici en un appui méthodologique et l'accompagnement est également un accompagnement financier pour l'acquisition de matériel, de conservation, du mobilier de stockage et également la formation des personnels avec l'appui d'une restauratrice. Être conseillère pour les musées en DRAC, c'est déjà soi-même avoir été aux responsabilités et accompagner les collègues dans toutes les tâches inhérentes à un musée,
la tenue des réserves, le soin des collections, mais aussi l'accueil du service des publics et imaginer, concevoir un projet scientifique et culturel qui sera l'armature de tout ce que le musée aura à faire. Mais c'est aussi une réflexion que les collègues sont tenus de conduire pour imaginer ce qu'est la feuille de route, le projet scientifique et culturel. Nous avons 86 musées de France à suivre avec mon collègue Cédric Magnier à Lille, sur une opération très ponctuelle comme celle-ci, qui nécessite quand même d'être tout au long du processus. Alors il a commencé l'année dernière, à mon arrivée, dès mon arrivée même, et là il va s'étendre toute l'année 2019. Donc c'est une première étape qui va se poursuivre sur d'autres catégories de collections, les collections d'histoire, les collections d'archéologie et les collections de photographie. Donc c'est toujours un cofinancement qui équivaut à un peu plus de 50% du budget global de l'opération. Les œuvres sont dépoussiérées, récollées, répertoriées au sein de la base de données du musée, emballées et puis stockées de façon à les pérenniser dans le temps, de façon à ce qu'elles conservent le mieux possible pour l'avenir. Non pas en jour ni même en mois, mais tout simplement destinées à être transmises comme on transmet. Je suis chargée de mission lecture publique et coordinatrice du réseau de lecture à la communauté de communes du Clermontois. Il y a différents projets, notamment des projets de création de médiathèques. Les relations avec Madame Bontemps, donc conseillère livre et lecture à la DRAC, elle nous apporte un accompagnement sur la définition de ces projets, une aide technique et financière, en sachant qu'un projet de création de médiathèque peut être financé jusqu'à 40%. Par la DRAC. Alors nous travaillons avec les réseaux de lecture publique et nous accompagnons les coordinateurs de lecture. Donc on est en lien particulier avec eux et je peux citer par exemple le projet de Clermont-de-Loise avec un contrat territoire lecture qui a été signé avec eux pour permettre cette structuration. C'est-à-dire que les bibliothèques prochainement fonctionneront ensemble, en commun. On est là aussi pour accompagner les libraires et les éditeurs dans leur questions d'accompagnement du quotidien ou dans des accompagnements financiers aussi. Et en général, bien sûr, c'est la qualité du projet qui va permettre de son accompagnement. La plus-value de la DRAC, c'est son expertise sur les projets, l'expertise professionnelle des conseillers en fait, et qui permettent d'apporter un regard hors de la collectivité sur ce qui est proposé. Alors l'ESA est un établissement public de coopération culturelle qui dispense un enseignement supérieur en arts plastiques et visuels. L'école comporte 2 sites, un à Tourcoing et un à Dunkerque. Nous avons en tout à peu près 300 étudiants qui sont répartis 2 tiers à Tourcoing, 1 tiers à Dunkerque. Alors il y a 2 cycles à l'ESA. Un premier cycle en 3 ans qui mène au DNA, qui est Diplôme national d'art, grade de licence, et un second cycle en 2 ans supplémentaires, donc 5 ans en tout, qui mène au DNSEP, Diplôme national supérieur d'expression plastique, grade de master. Alors il y a des ateliers de peinture, sculpture, installation, performance, gravure, dessin, photo, vidéo, sérigraphie, édition. Et alors ça, ce sont les ateliers, mais il y a aussi des enseignements théoriques, qui sont la culture générale, l'histoire de l'art, une langue vivante. Alors, ici à Tourcoing, on en a 2 au choix, qui est soit le chinois, soit l'anglais, et la philosophie et esthétique. Alors la DRAC intervient en termes d'enseignement spécialisé. Ce qu'on appelle l'enseignement spécialisé sont en fait les conservatoires. Donc on est plutôt dans le spectacle vivant, la musique, la danse, l'art dramatique. Dans les Hauts-de-France, nous avons 30 conservatoires classés à différents rayonnements. Et nous avons une petite dizaine de structures dans le champ de l'enseignement supérieur, spectacle vivant et art plastique. Une conseillère enseignement au sein de la DRAC Hauts-de-France définit et met en œuvre la politique régionale de la DRAC en matière d'enseignement.
Alors concrètement, nous travaillons avec les directeurs d'établissement et participons à la définition de leur projet d'établissement. La DRAC est notre tutelle pédagogique, donc c'est avec eux que nous discutons des enjeux pédagogiques, de notre projet d'établissement, de nos projets en quelque sorte de formation. Alors on a plusieurs modalités de travail avec les directeurs d'établissement. Ça se fait effectivement par le biais d'échanges bilatéraux, de rendez-vous, d'appels téléphoniques. Et on est également membre des instances des structures. Donc par exemple pour une école d'art qui est un établissement public, nous sommes membres du conseil d'administration. On se rencontre pour discuter d'un certain nombre de questions qui concernent notre formation dans son ensemble et dans son détail. Nous n'avons pas vocation, nous, DRAC, à intervenir ou très peu sur des projets spécifiques, mais nous sommes bien dans l'accompagnement des directeurs qui travaillent à l'élaboration du projet pluriannuel, d'ailleurs, d'établissement. Les structures d'enseignement supérieur travaillent à un projet d'établissement qui est habilité ou accrédité par le ministère de la Culture à délivrer un diplôme national. Un conseiller cinéma en DRAC a plusieurs missions. Une première mission est plutôt d'ordre réglementaire, puisqu'il instruit les rapports pour la commission départementale d'aménagement cinématographique. Il participe aussi aux travaux des commissions maintenant interrégionales art-et-essai, en lien avec donc, le CNC. Il aussi pilote avec le conseil régional, le CNC, la convention de coopération cinématographique qui organise la politique publique au soutien du cinéma en région. Ensuite, le conseiller cinéma a d'autres missions, donc de participation aux différents comités de pilotage qui organisent les dispositifs d'éducation au cinéma, que sont maternelle et école et cinéma, collège au cinéma, ou lycéens apprentis cinéma en temps scolaire, ainsi que passeurs d'images hors temps scolaire. Il y a aussi un axe qui est sur l'éducation artistique et un autre sur la diffusion. Cinéligue, en fait, Hauts-de-France est un cinéma itinérant basé à Lille. Donc, nous amenons le cinéma dans les communes éloignées des salles de cinéma fixes. Donc, il y a entre 60 et 70 communes avec lesquelles nous travaillons. La volonté, c'est justement de permettre aux écoliers, collégiens et lycéens des communes rurales avec lesquelles nous travaillons, qui sont justement éloignés des salles de cinéma fixes et donc qui ne peuvent pas participer au dispositif d'éducation aux images. C'est aussi un travail de médiation, d'accompagnement des séances qui permet aussi d'enrichir la projection. Et puis, la DRAC soutient les initiatives de Cinéligue dans le cadre aussi du développement d'une offre culturelle de proximité qui n'existe pas par ailleurs. Donc là, il y a un peu une dimension de service public culturel qui peut être portée par Cinéligue. Nous versons des subventions aux différents circuits itinérants. Qui sont ces subventions conditionnées sur un programme d'action qu'elle propose, mais que nous élaborons parfois ensemble, puisque nous avons un dialogue avec ces structures-là, notamment là, précisément sur un projet de rapprochement des réseaux de circuits itinérants au niveau régional. Un financeur, c'est donc la région, le département et aussi la DRAC. Pour le cycle élèves et spectateurs, donc le dispositif interne de l'association Cinéligue, on touche à peu près 3000 élèves, donc école, collège et lycée confondus. On touche à peu près 16 établissements, donc voilà, des LP généraux et des lycées généraux et des LP, des écoles et des collèges, et on a à peu près l'équivalent de 60 projections et l'équivalent de 54 interventions en classe aussi. Alors, en ce qui concerne les dispositifs avec lesquels nous sommes partenaires avec l'éducation nationale et les salles de cinéma, on touche un peu plus de 126 000 élèves, tous niveaux confondus, avec plus de 1500 établissements scolaires donc partenaires et une centaine de salles de cinéma dans toute la région. Donc ça fait à peu près 10% ou un petit peu plus de 10% des élèves des Hauts-de-France qui sont touchés par les dispositifs d'éducation au cinéma que sont école et cinéma, collège au cinéma, lycéens au cinéma. Parmi toutes les entrées possibles, il y a aussi celles qui se mettent dans le cadre de programmes très précis comme culture justice, culture handicap, culture santé. Ces actions ont pour
objectif de créer une proximité et faire en sorte que les personnes, quel que soit donc leur degré d'empêchement par rapport à la culture, quelle que soit leur situation du moment, les choses puissent se faire sans aucun empêchement, sans aucune contrainte, sans aucun obstacle. Je m'appelle Muriel Coquet, je suis artiste du spectacle vivant, je suis metteur en scène, comédienne et j'écris aussi pour le théâtre. Je suis en ce moment en résidence à Saint-Paul et Saint-Michel-sur-Ternoise, dans plusieurs structures, au CESAD, à l'ESAT, à la SOA, à l'IME et à l'internat de l'IME. On m'a demandé de travailler sur les émotions et je pense que ces moments-là, pour eux, c'est des moments de joie. En tous les cas, c'est ce que j'ai comme retour. Voilà. Ce que je retire d'important, c'est que les gens, ils peuvent très bien être aussi très heureux en n'étant pas intégrés au milieu ordinaire. Et je pense que c'est quelque chose d'estimable. Plus estimable, plus essentiel à mon sens que la question de l'intégration. La DRAC soutient ce programme puisque ça correspond à la fois à un besoin de formation. Il y a énormément d'instances où on aime bien s'appuyer sur des expériences qui ont été menées pour pouvoir les analyser, pour pouvoir aussi effectivement s'en inspirer, s'en copier à l'identique bien sûr. C'est aussi à des fins de valorisation d'un travail qui a été mené et d'information sur la quantité des possibles en matière d'éducation artistique, éducation artistique tout au long de la vie, comme on la présente de plus en plus. Alors le Grand Bleu, en fait, c'est un établissement culturel qui propose une programmation de spectacles pluridisciplinaires, théâtre, musique, danse, avec une particularité, c'est que ce lieu s'adresse aux enfants, à la jeunesse et aux familles. Le Grand Bleu, en fait, a plusieurs salles. En fait, c'est un établissement qui a 2 salles. Nous avons aussi également un studio, un petit studio de répétition, qui nous sert aussi de salle pour les ateliers de pratique artistique. Nous accueillons des écoles, de nombreuses écoles de la région de la métropole lilloise, mais aussi des associations qui viennent avec des enfants voir les différentes propositions artistiques que nous pouvons faire. La Concert Théâtre, en fait, elle nous accompagne, elle nous soutient au travers du projet que je défends. Donc moi, je travaille sur tout le secteur des Hauts-de-France, sur le secteur du théâtre, des arts de la rue et de la marionnette. Et je suis là pour aider les compagnies, les accompagner, les subventionner si leurs projets sont recevables et accompagner aussi les lieux de diffusion, de production et d'action culturelle sur le territoire des Hauts-de-France. Donc les aider financièrement, mais les aider aussi en termes de conseil et de développement. Donc nous les accompagnons aussi, pareil, en ingénierie, en conseil et en subvention, en financement. Historiquement, il y a des critères d'aménagement du territoire, c'est-à-dire qu'il faut se situer un peu sur les différentes zones urbaines, rurales des Hauts-de-France. Il faut aussi qu'il y ait des collectivités qui accompagnent évidemment l'État dans sa politique, et nous accompagnons aussi les collectivités, tout ça est en partenariat. Donc il faut se mettre d'accord sur un lieu, un projet, des financements. Il y a les équipes artistiques, donc qu'on aide, il y a 2 dispositifs, soit des accompagnements sur 3 ans, avec un financement relativement conséquent, des créations, de l'action culturelle, ou alors des aides très ponctuelles au projet, c'est-à-dire pour une création qui aura lieu l'année prochaine, on nous présente le projet, on réunit une commission, ce qui est très important au niveau du ministère de la Culture, c'est qu'il y a des commissions d'experts, commissions consultatives, composé de professionnels, d'enseignants, de directeurs. Grégory Vandal en fait partie par exemple. Ce sont des experts du monde de la création professionnelle et qui nous aident aussi à faire les choix des compagnies aidées. On aide aussi sur des résidences, c'est-à-dire ponctuellement un artiste, un lieu pour travailler sur sa création. Donc on aide aussi. Les lieux, évidemment, le ministère de la Culture il aide les créations, mais un de ses principaux soucis aussi est le public et le fait que les créations rencontrent un public. Donc nous aidons aussi des lieux comme le Grand Bleu pour qu'ils puissent faire des tarifs bas
et attractif et concerner un maximum de personnes de sa zone d'implantation. Un lieu, je pense, ne pourrait pas se déployer de la même manière sans l'aide de la DRAC. Le soutien de l'État pour le Grand Bleu est un soutien extrêmement important sur des missions qui sont aussi importantes. L'émancipation par la culture est une chose aujourd'hui importante. La sensibilisation des publics à l'éducation artistique et culturelle est une chose importante. Et donc, du coup, voilà, la DRAC nous soutient sur ces missions-là. On aide toutes sortes de projets qui correspondent aux critères d'intervention qui ont été définis par le ministère de la Culture et que la DRAC est donc chargée de relayer. Nous soutenons l'ensemble des champs de la création et notamment le champ de la musique. Alors, la Lune des Pirates, c'est une salle de concert qui existe depuis 1987, donc qui a 32 ans, et qui travaille entre septembre et juin sur une saison autour de 3 grands axes, qui sont la diffusion de concerts, l'organisation de concerts de musique actuelle, donc ça peut aller des esthétiques rock, pop, électro, musique du monde, rap, etc. On a également ce qu'on appelle des actions culturelles. Donc c'est tous les projets spécifiques. On va dans les écoles, on va à la maison d'arrêt d'Amiens, on travaille avec l'EHPAD d'Amiens, on a des projets qui s'inscrivent dans le cadre de la politique de la ville aussi sur notre quartier. Et puis on a un dernier grand axe, c'est l'accompagnement. Tout ce qui est soutien et structuration de l'aide à la scène locale. Faire en sorte que les musiciens locaux puissent se développer et puis peu un peu se faire connaître et même se professionnaliser. La capacité d'accueil de la Lune des Pirates est de 250 places. C'est une jauge qui est une petite jauge pour une scène de musique actuelle. Alors bien sûr, la DRAC intervient financièrement avec une subvention annuelle de 100 000 € sur le fonctionnement. Après, il peut y avoir des aides au projet. On a un dialogue régulier avec l'ensemble de nos partenaires institutionnels, dont la DRAC en fait partie. Quasiment, je dirais, à 80-90%, l'ensemble de nos dialogues passe par Bénédicte Boisboulier, notre conseiller en musique. Par rapport au cahier des charges des scènes de musique actuelles, qui est dicté par l'État à la base. Voilà, même si on fonctionne sur un système de convention pluriannuelle d'objectifs pour 4 ans, il faut qu'il y ait plusieurs partenaires, au moins 3 partenaires, qui soient signataires de cette convention, mais le cahier des charges, il est lié directement à l'État et donc à la DRAC. Il s'oriente autour de 3 grands axes, c'est la diffusion de concerts, l'accompagnement et les actions culturelles. Voilà. Comme tout cahier des charges, on a des indicateurs d'évaluation, il faut qu'on soit dans les clous par rapport à ces indicateurs. Et il faut savoir aussi se donner des libertés dans ce cahier des charges, et c'est aussi ce qui fait qu'un projet de SMAC ne ressemble pas forcément à un autre projet de SMAC parce que les enjeux territoriaux vont être différents et c'est très important aussi que ce soit pas un copier-coller d'un projet à l'autre et que tout se ressente, sinon ça n'a pas d'intérêt. Le pôle patrimoine et architecture intervient dans les domaines de l'architecture, des monuments historiques, de l'archéologie, des musées, du numérique et de la documentation patrimoniale. Nous sommes donc à la cathédrale d'Amiens, une cathédrale qui appartient à l'État et donc pour laquelle la DRAC œuvre à la restauration, dont le chantier que vous voyez ici en cours sur le monument de Claude Pierre. Nous travaillons aussi actuellement à la réfection complète de l'éclairage de la cathédrale. Le gros chantier qui va être mis en œuvre durant l'année 2019, c'est celui de la restauration du grand orgue de la cathédrale. Nous travaillons aussi sur des chantiers de présentation, dont le chantier de la chapelle de Saint-Jean-du-Veu, donc qui est une mise en sécurité pour présenter le chef reliquaire de Saint-Jean-Baptiste, qui est la pièce maîtresse du trésor de la cathédrale d'Amiens. Nous présentons actuellement dans le couloir de la sacristie des sculptures qui ont été déposées du côté sud de la nef.
Concernant la cathédrale d'Amiens, il faut savoir qu'un certain budget est investi annuellement. À titre indicatif, en 2019, on investira entre 2 millions et 2,5 millions à la restauration de cet édifice. Et pour son entretien, ce sont entre 250 000 et 300 000 euros qui sont investis chaque année. C'est de les déposer, mais en fait, ils vont certainement sauter complètement. Au sein du pôle patrimoine et architecture, il y a 4 services: la conservation régionale des monuments historiques, le service régional d'archéologie, le service des musées, le service architecture, 2 centres de documentation patrimoniale et un chargé de mission sur le numérique. Le patrimoine en région Hauts-de-France, c'est 3000 monuments historiques, 80 musées ayant l'appellation Musée de France, de nombreux sites d'archéologie de toute période, à la fois archéologie préventive et programmée. Le service régional de l'archéologie des Hauts-de-France donc, a 2 sites, un site à Lille et un site à Amiens, et regroupe 25 personnes environ. Il a pour mission donc, de détecter, fouiller et participer à la valorisation de toute l'activité archéologique, de la science archéologique à l'échelle des Hauts-de-France. Donc en fait, nous avons en charge la prescription et le suivi de 300 diagnostics, environ 300 diagnostics par an et une quarantaine de fouilles. L'INRAP, c'est l'Institut national de recherche archéologique préventif. C'est un établissement public qui est un des opérateurs d'archéologie préventive en France, qui opère sur tout le territoire et sur toutes les époques. Donc l'INRAP et les opérateurs mettent en œuvre les cahiers des charges prescrits, rédigés par le service régional de l'archéologie, et les opérateurs, qu'ils soient publics comme l'INRAP ou éventuellement privés, réalisent ces fouilles, en tout cas la partie scientifique et technique de ces fouilles sur le terrain. Le SRA, c'est notre interlocuteur privilégié, puis notre supérieur hiérarchique privilégié. C'est le service qui contrôle notre travail au point de vue scientifique, au point de vue administratif, mais c'est aussi surtout le service qui prescrit les diagnostics et les fouilles archéologiques. Oui, la gestion des dossiers d'archéologie préventive relève de nos missions de service public et est encadrée par les lois qui sont présentées dans le Code du patrimoine. Nous sommes chargés d'accompagner l'INRAP pendant tout le déroulement de l'opération. Nous effectuons des visites du chantier régulières. Nous faisons un bilan avec le responsable d'opération qui nous permet d'évaluer l'adéquation entre l'avancée du chantier et les objectifs scientifiques que nous avons prescrits. Donc cette fouille est réalisée en amont de la construction d'un lotissement. Le chantier est dans sa seconde phase. Il a été mis en œuvre, débuté en fin d'année, et la fouille est censée s'achever en quelques semaines. Là, a priori, on se situe au 8e, 9e et 10e siècle après Jésus-Christ. En gros, historiquement, la période carolingienne. Le site de Magny, c'est un site très très intéressant. On a un gros problème historique. Début du Moyen-Âge, on n'a pas beaucoup de textes, mais c'est là où nos villages se forment. Et on est toujours à la recherche du point vraiment de naissance des villages. Et là, on est par exemple sur un hameau qui est antérieur à la création du village. Les résultats de la fouille archéologique préventive seront présentés par le responsable d'opération dans un rapport qui va présenter l'intérêt scientifique du site, son intégration dans le cadre régional, voire national. On dépose nos rapports évidemment au service régional de l'archéologie, c'est-à-dire à la préfecture, à l'État, mais on le dépose aussi à l'aménageur et dans des centres de recherche. Donc c'est accessible pour et par beaucoup de personnes. Nous sommes chargés d'évaluer ces rapports d'un point de vue scientifique et de donner des préconisations au niveau de la diffusion des résultats dans des revues régionales et nationales. La fouille permet de mettre au jour différents types d'objets. Ces objets archéologiques ils seront étudiés et ensuite ils seront conservés dans des centres qui présentent des caractéristiques optimales pour la conservation des objets archéologiques, et ils pourront aussi faire l'objet d'une valorisation dans des expositions ou dans des présentations dans des musées.
L'articulation du pôle avec les unités départementales de l'architecture et du patrimoine se fait notamment autour du contrôle scientifique et technique pour mettre en cohérence les politiques à la fois des espaces protégés qu'il gère et celles sur les monuments historiques ou l'archéologie par exemple. Le contrôle scientifique et technique est au cœur de l'ensemble des services du pôle, notamment les actions d'éducation artistique et culturelle, priorité du ministère, qui mobilisent l'ensemble des services du pôle. Alors ce qu'il est important à chaque fois, c'est d'avoir un avis collégial. Ça n'est jamais la décision d'une seule personne. Donc on organise, en fonction des différentes thématiques, des commissions composées de professionnels auxquels on soumet les projets, qui nous donnent un avis, et notre décision ensuite, on la prend en fonction de l'avis qui a été rendu, évidemment, quand il est majoritairement en faveur du soutien. La première des inégalités, c'est l'accès à la culture. Donc le rôle du ministère de la Culture, c'est de faire en sorte que chacun puisse avoir accès à la culture. Pourquoi ? Parce que la culture, c'est le meilleur moyen de développer son esprit critique et à partir de là, de se libérer des déterminismes économiques, sociaux et j'ajouterais aujourd'hui technologiques. Le chiffre de 1% du budget consacré à la culture, c'est un chiffre symbolique. Mais ce qu'il faut bien voir derrière, c'est que le ministère de la Culture n'est pas le seul à intervenir dans le domaine de la culture. Nos politiques sont partenariales et on intervient aux côtés des collectivités territoriales qui viennent évidemment abonder tous ces moyens mis à la disposition de la culture. Alors souvent, on peut avoir la tentation d'assimiler divertissement et culture. Alors, évidemment, la culture, c'est divertissant, mais la culture, ce n'est pas uniquement le divertissement. La culture, c'est aussi le savoir et c'est le développement de l'esprit critique. Donc, notre moteur pour lutter contre les inégalités, c'est la politique que l'on appelle d'éducation artistique et culturelle. Pourquoi ? Parce qu'on ne voit que ce que l'on sait. Et donc, il est important de partir de l'émotion. Ça, c'est le fondement de la culture. C'est d'abord une émotion, mais en partant de cette émotion, d'aller vers une approche plus raisonnée, et donc vers le savoir, vers l'apprentissage. Et c'est un engrenage qui fait que plus on est dans le domaine de la culture, plus on a envie d'apprendre et plus on apprend.